Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue pour ce nouvel épisode du débrief d'ores et déjà, le 6e de la saison, une semaine après une petite pause, un petit intermède consacré au 5e tour de la Coupe de France. Nos clubs de National 2 et de National 3 étaient de retour sur les terrains du championnat. Voici pour vous donc ce qui s'est passé ce week-end en long, en large et en travers pour nos représentants normands. Et on ouvre comme à notre habitude par le chapitre National 2 où il va être notamment question du déplacement de gala de l'US Avranches du côté des Girondins de Bordeaux, Matmut Atlantique, et évidemment des deux rencontres d'importance pour l'US Granville et l'AS Villers. Dans une ambiance exceptionnelle pour les niveaux de National 2, les Avranchinais se déplacent au Matmut Atlantique de Bordeaux pour y affronter les Girondins. Et ce sont les Bordelais qui vont s'illustrer les premiers dans cette rencontre avec cette tête. Premier poteau bien capté par Alexandre Marfin. À la 23e minute de jeu, on retrouve Andy Carroll pour tromper le gardien avranchinais. 1-0 pour les Girondins de Bordeaux grâce à son célèbre buteur qui profite d'un contre favorable pour tromper ensuite la défense avranchinaise. La réaction des Normands avec cette frappe juste au-dessus de la barre transversale. Mais Bordeaux qui va continuer de mettre la pression avec cette frappe d'Adrien Louveau sur le poteau. En seconde période, Alexandre Marfin qui est mis à une nouvelle fois à contribution mais qui repousse le danger. On trouve Idrissa Sedi aux abords de la surface de réparation. Le ballon qui traîne, c'est contré malheureusement. Nouvelle attaque côté gauche pour les Bordelais et une nouvelle fois Alexandre Marfin qui repousse l'assaut. Le ballon traîne dans la surface de réparation. La frappe et le retour de la défense, magnifique. Avranches qui continue de pousser. La frappe qui est repoussée en deux temps. Et dans les derniers instants de la rencontre, c'est Nicolas Delpech qui se sacrifie pour empêcher le 1 contre 1 et qui va être logiquement expulsé avec cette faute en tant que dernier défenseur. Andy Carroll au coup franc. Tiré pied gauche et repoussé par le mur. Il y aura une dernière opportunité pour les Avranchinais qui réclament une main, mais on en restera là. L'US Granvillaise qui affronte les Herbiers pour se relancer après son élimination au 4e tour de Coupe de France face à Deville-Maromme et à la gifle reçue 4-1 face à la Roche-Vendée. Mais voilà, ce sont encore les Vendéens qui vont ouvrir le score à la 3e minute de jeu. Jérémy Billy qui reprend ce centre d'une tête imparable. On revoit là le but au ralenti. Malheureusement, Paul Rollet qui ne peut rien sur cette tête. Il y aura bien la réaction Granvillaise avec cette tête à bout portant qui fuit le cadre malheureusement. 16e minute de jeu, il y a cette incompréhension, cette erreur défensive. Il y a un contre 1 joué où on décale côté gauche. Le frappe qui est repoussé une première fois sur le poteau. Paul Rollet, un premier arrêt, mais la troisième fois pour Sheldon Guillaume, c'est dedans. Il aura fallu s'y reprendre à 3 fois pour inscrire ce deuxième but. Mais rien ne réussit à la défense granvillaise. Et Paul Rollet contraint d'aller chercher le ballon pour la seconde fois au fond de ses filets à la 16e minute de jeu. Paul Rollet qu'on le retrouve sur cette action et qui repousse la tentative vendéenne. Nouvelle réaction granvillaise dans cette première période avec ce bon ballon dans la surface de réparation. L'enchaînement, la frappe qui est détournée une première fois puis une seconde fois. Décidément, ça ne veut pas. En seconde période, les Herbiers qui continuent d'attaquer avec cette frappe de l'extérieur de la surface de réparation et la parade une nouvelle fois de Paul Rollet. Granville qui récupère, qui va tenter de porter désormais le danger dans la surface adverse. On décale côté droit peut-être pour un centre. Voilà qui est fait. La tête qui frôle le cadre. Peut-être une énième tentative sur coup de pied arrêté, sur coup franc dans les derniers instants de cette rencontre. Pour au moins réduire le score, la frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Décidément, ça ne veut pas pour les hommes de Mathias Jouan. Défaite 2-0 à domicile.
L'AS Villers sous la houlette désormais de Mohamed Tazamouch, entraîneur passé par la région parisienne, se déplace à Fleury dans l'Essonne pour un premier match compliqué. Et dès la 7e minute de jeu, c'est le franco-américain Patrick Coffey qui vient ouvrir le score pour les locaux. Un début cauchemardesque pour les joueurs donc du désormais Mohamed Tazamouch. Quelques minutes plus tard, la sanction qui aurait pu être plus lourde si ce poteau n'avait pas renvoyé le ballon. On joue la 40e minute de jeu avec cette frappe détournée par Gaëtan Boiroux. Au retour des vestiaires, on lance en profondeur. Et il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a notamment Patrick Coffey que l'on retrouve pour inscrire le doublé à la 54e minute de jeu. Le break qui est fait pour les joueurs de l'Essonne. Quelques minutes plus tard, il y a ce bon relais en profondeur. Et on retrouve Kevin Farrand qui élimine Gaëtan Boiroux pour le 3e but de la rencontre. 79e minute de jeu et 3-0 pour Fleury 91. Et le score qui va même être porté à 4-0 avec ce ballon qui est récupéré par Clément Badin et d'une frappe du gauche qui vient tromper une nouvelle fois Gaëtan Boiroux. 4-0. C'est très très compliqué pour les joueurs de la Côte-Fleury. Alors que l'on revoit ce but au ralenti. La seule parade du gardien adverse va venir à la 85e minute de jeu. Avec ce ballon qui est récupéré dans la surface de réparation et cette frappe détournée. Il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Malheureusement, score final 4-0 pour le FC Fleury 91. Et on découvre sans plus attendre les conséquences sur les différents résultats, pas seulement ceux de nos équipes normandes, sur le classement. Et évidemment, on se projette sur la future journée qui sera jouée dans 2 semaines. Le bilan de la 8e journée dans le groupe B de National 2, ça n'a pas souri malheureusement pour nos équipes normandes, l'US Avranches et l'US Granville qui s'inclinent face à Bordeaux et face aux Herbiers, les équipes de tête qui confirment Saint-Malo qui gagne 3-2 face au Stade Poitvin. Démonstration de Saint-Privé-Saint-Hilaire à Dinan-Léon, succès 4-0, les deux formations qui sont nettement détachées aux 2 premières places. Saint-Malo 20 points, Saint-Privé-Saint-Hilaire 19 points et l'US Avranches qui malheureusement quitte la première moitié de tableau après son revers du week-end. L'US Avranches qui passe derrière les Girondins de Bordeaux. 11e position pour les hommes de Michel Audrin, l'US Granville qui reste avant-dernière dans ce classement et qui a déjà 4 points de retard sur la ligne de flottaison. Dans 2 semaines, l'US Avranches tentera de réagir à domicile face à Saumur. Déplacement pour les Grandvillais du côté de Châteaubriand. Les leaders, Saint-Privé-Saint-Hilaire recevra Bourges alors que de son côté, l'US Saint-Malo affrontera le Dinan-Léon FC. Les résultats dans l'autre poule, la défaite malheureusement de l'AS Villers 4-0 sur le terrain du leader Fleury. Le carton du week-end, c'est le succès 7-0 de Fény-Aulnois face à l'US Chantilly. Au classement, c'est à noter, Fleury et Bobigny sont devant, mais Balagne est juste derrière avec 2 matchs de retard. Les Corses pourraient donc virtuellement prendre la tête. Les promus réalisent un super début de saison. L'AS Villers qui se maintient encore et toujours hors de la zone de relégation. C'est tout ce qui compte à l'heure actuelle avec 5 points en 8 matchs. Les Villersois qui devancent Wascal, Aubervilliers et Agneau. Dans 2 semaines, l'AS Villers recevra Fény-Aulnois à domicile avec l'espoir d'enfin signer une 2e victoire dans ce championnat. Derby francilien au programme entre l'US Créteil et le FC Fleury alors que Bobigny ira du côté de Chantilly. Et on aura l'occasion de découvrir l'évolution du classement des buteurs normands. Ça, ce sera en toute fin d'émission. Je vous propose tout de suite de passer au gros morceau de cet épisode, évidemment, la partie Nationale 3. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer cette partie par le groupe E, celui où figure seul le FC Dieppe. 2 semaines après s'être incliné du côté de Drancy, les hommes de Djali Bécard recevaient l'Entente Sannois Saint-Gratien au stade Jean Dasnias. Est-ce que les Harans ont réagi? Eh bien, voici la réponse en images. Les Harans diepois qui reçoivent l'Entente Sannois Saint-Gratien pour le compte de cette 6e journée. Et ce sont les visiteurs en jaune qui vont se procurer la première occasion de la rencontre avec ce bon dédoublement, ce centre venu de la gauche et cette tête qui est repoussée par la barre transversale. Un premier avertissement sans frais pour les hommes de Djilali Bécard. La réponse des Diepois avec ce ballon qui traîne suite à ce corner.
La frappe peut-être aux abords de la surface de réparation. Voilà, c'est repoussé une première fois. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et on arrive tout de même à s'en sortir. Nouveau corner et un nouveau danger dans la surface diepoise. Cette fois, c'est joué à deux. Avec ce centre, le ballon qui traîne. Et ça revient dans les pieds de l'attaquant. Et c'est l'arrêt magnifique à bout portant d'Alexandre Lefebvre. En seconde période, l'Entente Sannois Saint-Gratien qui continue d'attaquer. Cette frappe magnifique de Kassama qui est en pleine lucarne. Ça ne laisse aucune chance à Alexandre Lefebvre. On revoit ce missile envoyé sous la barre transversale. 1-0 pour les visiteurs. Dieppe qui va tenter de réagir avec ce ballon récupéré. Et on attaque côté droit avec ce bon dédoublement. Le ballon dans la surface de réparation. La frappe qui est repoussée par Sébastien Raffos. Sur coup franc, c'est Sébastien Raffos qui claque une nouvelle fois ce ballon juste au-dessus de sa barre transversale. On joue désormais les derniers instants de la rencontre. Dieppe qui continue d'attaquer. Le côté droit performant jusque-là avec ce ballon, ce centre, l'enchaînement de Orhan Sertoglou que signale monsieur l'arbitre. C'est bien le rond central qui est signalé et c'est bien l'égalisation des Diepois à la 90e minute de jeu. 1-1. On va essayer de revoir ce ballon qui semble bien avoir franchi la ligne de but. Score final 1-1 entre les deux équipes. Sans transition, on enchaîne sur cette fois-ci le groupe C où l'événement du week-end c'était le premier derby 100% normand qui opposait l'AF Virois au FC Saint-Lô. On découvre aussi en images le sort qui a été réservé au FC Flers en déplacement du côté de Milizac. C'est sans doute la rencontre la plus regardée, la plus attendue de cette 6e journée de National 3 pour nos clubs normands. Le derby entre l'AF Virois qui reçoit le FC Saint-Lô-Manche. La nouvelle recrue viroise, Robin Legendre, est bien sur la pelouse. Il est titularisé pour sa première. On voit toute la concentration des joueurs des frères Théo. Et ce sont les Saint-Lois qui donnent le coup d'envoi de ce derby. Mais c'est bien l'AF Virois qui va apporter un premier frisson dans la surface saint-loise avec ce très bon mouvement conclu par Matteo Mendy qui vient ouvrir le score. Mais une position de hors-jeu annule le but. La réponse saint-loise ne va pas tarder puisque sur la remise en jeu, il y a ce ballon qui arrive côté droit dans les pieds de Franck Beyek. Franck Beyek qui va pouvoir provoquer son vis-à-vis. Adresser un centre pour Marvin Perrott au second poteau qui vient ouvrir le score. 4e minute de jeu. Il ne fallait pas arriver en retard dans cette rencontre. Et déjà 1-0 dans ce derby. Le ballon qui est déposé au second poteau. Et Marvin Perrott qui vient tromper Louis Deschâteaux. Quelques minutes plus tard sur corner, il y a ce ballon, cette erreur de la main et c'est Thomas Chenel qui en profite pour égaliser. 1-1, 7 minutes de jeu. Ça part très très fort dans ce derby. On revoit ce ballon qui est mal dégagé par Xavier Gallien. Et c'est Thomas Chenel qui en profite pour remettre les deux équipes à égalité. S'ensuit alors un très très beau mouvement collectif qui est conclu par Matteo Mendy qui vient marquer 19e minute de jeu. Et on retrouve Robin Legendre à la passe décisive. Mais quel mouvement collectif des Virois. 2-1, 20 minutes de jeu à peine dans ce derby. Et la rencontre qui est loin d'être terminée avec les Saint-Lois qui vont avoir l'opportunité d'égaliser avec ce penalty et cet avertissement pour Louis Deschâteaux. Penalty tiré par Baptiste Fleury. Mais c'est bien Louis Deschâteaux qui gagne son duel et qui se rattrape. Et qui repousse la tentative de l'attaquant Saint-Lois, toujours 2-1. En seconde période, il y aura bien une nouvelle opportunité pour Baptiste Fleury. Mais ce ballon qui est capté
une nouvelle fois par Louis Deschâteaux. Avant ce magnifique mouvement de Matteo Mendy qui signe un doublé à la 70e minute de jeu. C'est parfait. 3-1 pour les locaux. On revoit ce but au ralenti. Il y aura bien une dernière tentative pour les Saint-Lois, mais c'est encore Louis Deschâteaux qui s'illustre. Et le score qui ne bougera plus. Victoire 3-1 de l'AF Virois dans ce derby. On écoute tout de suite la réaction de la recrue Robin Legendre et du coach Saint-Lois Guillaume Maillot. Du coup, mes premières impressions sur le match, c'est déjà ça fait plaisir de retrouver la compétition. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un match de foot, donc ça fait plaisir, c'est important pour le rythme. Et ensuite, pour parler collectivement, c'était vraiment, moi je trouve, on a fait un bon match. On aurait pu tuer le match d'entrée, même si voilà, l'arbitre il a décidé qu'il y avait hors-jeu, mais c'est comme ça. Mais sinon, collectivement, je trouve qu'on a fait un gros match, on a été solide. Voilà, Louis sort un penalty, je fais une passe D, et Matteo doublé, donc non, c'est bien pour la confiance et voilà, je suis content d'avoir repris la compétition. Ouais, c'est frustrant, on se fait surprendre assez rapidement, malheureusement. Enfin, heureusement, il y a hors-jeu. Le but n'est pas validé, on arrive à marquer très très tôt derrière nous, dès la 5e minute. Mais on retombe vite dans nos travers, avec toujours ce petit défaut de placement, ce petit défaut de prise en charge. On a la balle, on a plusieurs balles du 2-2 pour revenir au score. Malheureusement, on les met pas au fond. Et eux, sur une action anodine un peu en deuxième mi-temps, ils arrivent à mettre ce 3e qui nous plombe un peu mentalement. Donc ouais, frustrant. Très frustrant au vu du match proposé et du scénario proposé. Les joueurs du FC Flair se déplacent dans le Finistère à Milizac dans un déplacement assez compliqué, loin des terres normandes. Et ce sont bien les hommes de Tony Rouillon qui vont s'illustrer les premiers avec ce centre au second poteau. Le contrôle permet l'enchaînement, l'arrêt du gardien magnifique, le danger qui revient, c'est repoussé par la défense. Milizac qui va réagir et mettre à contribution Valentin Prevot avec cette frappe du gauche directement dans les gants du gardien flérien. Sur coup de pied arrêté, on va tenter d'apporter le danger dans la surface flérienne, mais c'est une nouvelle fois directement dans les gants de Valentin Prevot. Au retour des vestiaires, les Bretons qui continuent d'attaquer avec une frappe qui est une nouvelle fois trop cadrée pour inquiéter le gardien flérien. Mais Milizac qui continue son pressing avec un nouveau danger dans la surface de réparation. Le dégagement qui aurait pu être contré, qui est contré, mais qui aurait pu avoir une toute autre issue. Et Milizac qui va voir ses efforts récompensés avec ce centre, cette remise de la tête et cette frappe en deux temps pour ouvrir le score. C'est Brian Loco qui... le joueur breton qui a dû s'y reprendre à deux fois pour tromper la défense flérienne. Et quelques minutes plus tard, un nouveau centre venu de la droite avec ce contrôle, cette remise et cette frappe une nouvelle fois captée par Valentin Prevot. Mais Milizac qui veut enfoncer le clou, qui continue d'attaquer, toujours côté droit, avec ce bon centre qui est repris par Raphaël Mordi. Dans le dernier quart d'heure, le break qui est fait. 2-0 pour les joueurs du Finistère. On va tenter de revenir une première fois du côté du FC Flair avec cette frappe qui s'envole malheureusement. Et peut-être une dernière tentative sur cette occasion avec le ballon qui est passé. Et cette frappe qui va être détournée par le gardien. Score final 2-0. Et on enchaîne évidemment, on va conclure cet épisode par le plus gros morceau, le pêle-mêle concocté par Thomas Bèze, consacré au groupe D. Le CMS Soissel de Draman-Dillin reçoit la réserve d'Ajaccio et les hommes de Draman qui vont très bien commencer la rencontre avec Adama Sidibé dans la surface de réparation qui vient ouvrir le score dès la première minute de jeu d'une frappe chirurgicale déposée entre le gardien et son montant. Un début de match canon pour les hommes de Wassel.
Et la récupération au bord de la ligne de but. On va remonter tout le terrain du côté de Wassel avec cette nouvelle balle en profondeur pour Adama Sidibe qui peut se présenter face au gardien. Il décale parfaitement. Achraf Boudkem qui vient doubler la mise à la 23e minute de jeu. Un départ parfait et quel travail de Adama Sidibe qui sert parfaitement son coéquipier et le met dans les meilleures dispositions pour doubler la mise. En seconde période, il y a cette frappe lourde de Bilal Merouga pour réduire le score. 50e minute de jeu, 2-1. On notera qu'en première période, Adama Sidibe a vu son penalty repoussé et que les hommes de Dramandina ont terminé la rencontre à 10-11, mais victoire 2-1. L'US Alençonnaise se déplace au stade Charles Finalteri de l'AS Chatou, lanterne rouge de ce groupe D de National 3. Et ce sont les joueurs de la région parisienne qui vont ouvrir la marque sur ce corner. Le ballon qui n'est pas dégagé au second poteau et c'est Mahmoud Ousso qui vient ouvrir le score dès la 10e minute de jeu et qui met l'AS Chatou sur de bons rails. L'AS Chatou, on le rappelle, 0 point après avoir vu sa victoire face à l'AGCAN retirée. On se retrouve en seconde période à la 67e minute de jeu et c'est Fidel Lopi qui remet les deux équipes à égalité. Personne n'a touché le ballon sur ce coup franc directement envoyé au fond des filets par Fidel Lopi. On va le revoir au ralenti. Il y a du monde mais personne ne dévie ce ballon. Quelques minutes plus tard, il y a ce beau mouvement collectif de la part de l'AS Chatou, tout en une touche ou deux de balle. Et ça provoque côté droit avec le 1-2, le centre au second poteau. C'est repris par Wassim Faradji qui redonne l'avantage à un quart d'heure de la fin à l'AS Chatou. Le centre est parfait, la reprise ne peut pas être détourné par Romain Oquincan. On joue maintenant la 84e minute de jeu. Il y a ce beau mouvement collectif de Alençon avec le centre, la glissade de Fidel Lopi. Et c'est Amaury Tessier qui reprend le ballon et qui vient le glisser au fond des filets. 84e minute de jeu, 2 partout entre les deux équipes. On va revoir l'action au ralenti avec ce ballon mal dégagé par le défenseur qui profite à Amaury Tessier. Le score ne bougera plus, 2 partout entre les deux équipes. C'est un duel 100% calvadosien où la réserve du Stade Malherbe reçoit le SUDIF Cabourg. Il faut attendre la seconde période et après l'heure de jeu pour voir le match se décanter avec cette bonne attaque côté gauche. Et c'est Gabin Thomé qui récupère le ballon et qui a plus qu'à ajuster. Maxime Verrier, 1-0 pour les réservistes du Stade Malherbe. On revoit cette passe en retrait qui passe entre les jambes du défenseur et Gabin Thomé qui a tout le temps de contrôler et d'ajuster le gardien. 6 minutes plus tard, il y a ce corner et c'est Florian Suzanne, le capitaine, qui saute au-dessus de tout le monde et qui vient égaliser d'une superbe tête. 1 partout donc. On revoit toute la détente de Florian Suzanne. Et le match qui s'emballe avec une offensive peut-être du Stade Malherbe. Non, c'est la récupération du SUDIF Cabourg. On se projette vite vers l'avant, le pressing était bon. La transition l'est tout autant avec ce bon centre. Et c'est Aurélien Toris qui était rentré en jeu quelques minutes auparavant qui redonne l'avantage au SUDIF Cabourg. Et le score qui ne bougera plus, c'est une nouvelle victoire pour les joueurs du duo Philippe Clément, Julien Le Pen. La SPTT Caen qui se déplace au stade Paul Déguillon de Lina Montlhéry sous la pluie. Vous le voyez sur la VO des PTT, mais c'est à la première minute. C'est Alex Quitté qui vient doucher les joueurs du 93 par cette ouverture du score. On va essayer de revoir au ralenti. Il y a une goutte qui nous empêche de voir exactement ce qu'il se passe, mais il y a ce bon centre et Alex Quitté qui a tout le loisir de reprendre ce ballon. 11e minute de jeu. Lina Montlhéry qui développe une attaque côté droit. Adrien Fleury, une première frappe, c'est repoussé, mais pas suffisamment
puisque le ballon revient sur Adrien Fleury qui est là pour égaliser. On va revoir l'action au ralenti avec le numéro 10 qui bute une première fois sur Laurie Lovionnois, mais le ballon lui revient dessus. Quelques minutes plus tard, on va se faire peur une nouvelle fois avec cette tête qui est repoussée par le montant. Nouvelle offensive des joueurs franciliens avec cette frappe lourde repoussée par la barre transversale. Et Laurie Lovionnois qui peut se saisir ensuite du ballon. Il y aura une réaction cannaise avec Gervais sur coup franc. C'est l'arrête qui repousse le ballon. Décidément, on aura touché les montants dans cette partie. Juste avant la mi-temps, il y a ce fait de jeu avec ce penalty qui est désigné par monsieur l'arbitre. Et c'est Sandy Nzunzi qui va s'en charger. Mais c'est Laurie Lovionnois qui repousse le ballon et qui gagne son duel. Au retour des vestiaires, il y aura bien cette frappe de Léo Hamel. Mais dans l'ensemble, ça reste assez stérile en seconde période. On en restera sur ce score de parité, un partout. L'AG Caen Football recevait Grand Quevilly FC au Stade Venois et dès la 4e minute de jeu, Demba Tidiandia qui trouve le chemin défilé. Nous avons malheureusement pas d'image supplémentaire à vous proposer, mais on va revoir tout de même au ralenti le but de Demba Dia. On notera l'égalisation de Maguette Samb pour Grand Quevilly, score final un partout. Place au bilan de la 6e journée en National 3, le succès dans le derby normand de la Virois 3 face au FC Saint-Lô, le FC Flers qui rechute à Mélisac et le résultat marquant c'est la victoire 3-2 dans le derby des réserves de Guingamp du côté de Rennes. Guingamp qui prend seul le pouvoir, l'AF Virois désormais deuxième devant la réserve de Rennes. Vous le voyez, Saint-Lô qui rétrograde au 7e rang avec 8 points en 6 matchs pour voir Flers apparaître dans ce classement. Il faut arriver en deuxième partie de tableau, le FC Flers premier relégable aux côtés de Plabennec, de la réserve de Lorient et de Lannion. La semaine prochaine, plutôt dans 2 semaines, la Virois se déplacera chez la réserve de Lorient, Saint-Lô recevra Cesson, Flers accueillera Fougères. Dans le groupe D, un week-end plutôt positif, une seule défaite, celle du Stade Malherbe, la réserve dans le derby contre Div Cabourg, Grand Quevilly, AG Caen, un but partout. Les belles victoires donc du CMS Wassel et du SU Div Cabourg qui créent la sensation du week-end. Les deux équipes normandes sont désormais en tête devant Saint-Ouen, Bastia. Pour trouver la trace des autres équipes normandes, il faut aller en deuxième partie de tableau. La réserve de Malherbe est 9e, l'US Alençon 10e, 11e, 12e, 13e, ASPTT Caen, AG Caen, Grand Quevilly, l'AS Chatou qui ferme la marche dans ce groupe D. Dans la semaine qui suivra, le SU Div Cabourg qui recevra la Gécamp, l'US Alençon recevra Malherbe, les PTT Caen recevront Wassel, Grand Quevilly accueillera Saint-Ouen. Ce sera donc un week-end consacré à 3 derbys normands. Le FC Dieppe qui s'en sort avec 1 point ce week-end face à l'entente Sannois Saint-Gratien, et à la lecture des résultats, vous le verrez d'ailleurs de manière plus claire au classement, et bien cette poule E qui reste certainement la plus dense, Croix qui reste en tête aux côtés de Drancy, 11 points en 6 matchs, apparition de 2 réserves, le Stade de Reims, le LOSC dans cette première moitié de tableau. Le FC Dieppe est 12e avec 6 points, mais il n'y a pas énormément d'écart entre les équipes relégables et celles qui occupent le podium après 6 journées. Dans 2 semaines, le FC Dieppe sera en déplacement du côté du pays de Cassel. Vous voyez sur votre écran l'intégralité des rencontres du groupe E prévues pour la 7e journée. Passons maintenant sur le classement des buteurs en National 2. Pas de changement ce week-end puisqu'il n'y a pas eu de but inscrit malheureusement par les équipes normandes. Idrissa Seydi mène toujours les débats avec 4 buts au compteur. On retrouve Mohamed Guilavogui, Thierry Lemaître, Oumar Kounté, Anas Lamrabet ou encore Mickaël Latour avec 2 buts depuis le début de la saison. En National 3 par contre il y a eu quelques changements avec Adama Sidibé et Matteo Mendy, tous les deux buteurs ce week-end. Matteo Mendy qui a refait son retard en inscrivant un doublé. Les deux attaquants se partagent donc la tête du classement avec 5 buts chacun. On retrouve ensuite Baptiste Fleury, Ibrahima Samoura ou Maguette Samb qui fait son apparition dans notre classement avec 3 buts au compteur. Ilyes Najim, Orhan Sertoglou a 2 buts, Orhan Sertoglou buteur ce week-end également.
Et on est arrivé au bout de cet épisode. Merci évidemment à Thomas, comme d'habitude. Merci à tous nos contributeurs réguliers, mais aussi à toutes les personnes qui nous aident à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Votre travail est extrêmement important, donc continuez à le faire, c'est très très important pour la suite de l'émission. La prochaine émission, justement, n'aura pas lieu la semaine prochaine, puisqu'on retrouvera à nouveau la Coupe de France pour le 6e tour. On se retrouve donc dans 2 semaines. D'ici là, vous connaissez l'adage, prenez soin de vous. Allez, salut!